En ce moment, ça pète de partout. On assiste à un sale massacre. C'est le remake de Saddam à Bagdad. Sauf que là, l'arabe à la barbe n'est plus l'ennemi, mais l'allié pour faire plier Bachar al-Assad. Des bâtards à la table, des négociations. Donc de toute façon, ça ne peut finir comme braquage à la hâte. Bashar al-Assad now joins a list of Adolf Hitler and Saddam Hussein. Bonjour tout le monde. Alors, depuis hier, il y a une manipulation énorme qui arrive depuis la Syrie. C'est cousu de fil blanc, bien sûr, comme toutes les manipulations de nos jours. Parce que, comme je vous avais dit, aujourd'hui, les gens sont devenus tellement aveugles que les manipulateurs ne font même plus d'efforts. Ils se déguisent même pas. Ils font les choses de manière très, comment dirais-je, en anglais, on dit très bold, si vous voulez. Donc, cousu de fil blanc, ils espèrent qu'on les croit. Alors l'histoire, c'est que hier sont arrivées énormément de vidéos depuis la Syrie, puis des images aussi, montrant quoi? Montrant généralement des enfants morts. Et le message qui accompagnait ce contenu, c'était que le régime de Assad avait utilisé des armes chimiques pour tuer des enfants dans la banlieue de Damas. Alors, il faut voir que dans le calendrier, il y a 3 jours, des inspecteurs de l'ONU, une vingtaine d'inspecteurs, ont atterri à Damas pour voir si des armes chimiques étaient utilisées dans ce conflit. Pourquoi? Parce que l'arme chimique, c'est un petit peu ce qu'attend l'OTAN pour intervenir, les pays de l'OTAN et en tête les États-Unis pour intervenir en Syrie. Le gouvernement des États-Unis et celui de la France assurent que l'armée arabe syrienne, l'armée légitime de l'État syrien, a procédé à un massacre chimique dans la banlieue de Damas, dans la ceinture agricole, la Ghouta, qui entoure Damas, le 21 août dernier. Dans cette banlieue à l'est de Damas, un assaut au gaz neurotoxique aurait été mené par l'armée syrienne. Cette hécatombe survient alors qu'une commission des Nations Unies enquête actuellement en Syrie sur l'usage d'armes chimiques. Les médecins des quartiers bombardés dans l'est de Damas évoquent une intoxication au gaz sarin, mais l'ONU a du mal à vérifier. Cet expert en armes chimiques qui travaille à Londres a examiné plusieurs vidéos montrant des victimes présumées. Il y a des scènes qui semblent un peu hyper réalistes, presque comme si elles étaient jouées. Cela ne veut pas dire qu'elles sont fausses, mais cela peut semer le doute. D'une attaque chimique de grande ampleur, et certains symptômes pourraient le laisser penser. Convulsions, pupilles dilatées. Cet homme a de l'écume autour de la bouche. Certaines personnes ont de l'écume à la bouche qui paraît trop blanche, trop pure, et pas épaisse, sanglante ou plus jaune, comme on peut le voir quand il y a une blessure interne. Le doute peut donc exister, mais il n'est pas avéré. La communauté internationale aura du mal à trancher. On parle de la Syrie avec la déclaration de John Kerry la nuit dernière. Le secrétaire d'État américain, qui est l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères, affirme que l'utilisation d'armes chimiques dans l'attaque du 21 août dernier est indéniable et que les responsables de ce massacre devront rendre des comptes. La tension monte aussi à Londres. Aucune décision n'a encore été prise, mais soyons clairs sur les enjeux de cette situation. Il y a presque 100 ans, le monde entier s'est réuni pour déclarer que l'utilisation d'armes chimiques était indéfendable moralement et que c'était mal. D'après le chef du comité joint du renseignement britannique, John Day, la Syrie aurait utilisé 14 fois auparavant des gaz de combat, mais sans que jamais ceci ne soit clairement attesté. Alors pourquoi 14 fois avant? Parce que 14 fois, c'est le nombre d'usage par les États-Unis d'armes chimiques en Irak en 2003-2004. Et évidemment, ce serait simplement la 15e fois qui permettrait de franchir la fameuse ligne rouge qui nécessiterait une riposte de la part des grandes puissances. Alors, vous avez cette fameuse nouvelle ici, on parle de l'Angleterre qui admet avoir utilisé justement des munitions d'uranium appauvri en Irak. Alors, ils contestaient ça, on a refusé pendant longtemps d'admettre, et puis maintenant ça a été avoué. Alors, effectivement, ça fait longtemps qu'on vous le dit, c'est à l'émission. L'uranium appauvri, radioactif pour 4,5 milliards d'années. Alors, c'est comme ça qu'on libère les autres pays, en larguant des déchets radioactifs sur leur pays. Le Royaume-Uni se met en ordre de bataille pour une éventuelle action militaire.
Absolument, Élise. David Cameron est rentré précipitamment de vacances. Il doit tenir ici à Londres demain un très important conseil de défense. Il faut savoir qu'il a donc également appelé ses alliés, américains et français, mais aussi le président russe Vladimir Poutine pour lui dire là aussi que la Grande-Bretagne avait désormais des preuves d'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad et que cela constituait visiblement une ligne rouge qui avait été franchie. Ce qui est totalement impossible puisque les Nations Unies se sont rendues sur place aussi, ont prélevé des échantillons et ont besoin d'une dizaine de jours supplémentaires pour pouvoir cultiver les tissus humains qui ont été prélevés et pouvoir les analyser. Mr. Sellstrom and Ms. Kane said we need 3 weeks in order to establish whether chemical weapons had been used or not. I mean, Western countries are always very scientific and they go by the law and they wait for the results and they investigate. Why, when it comes to something concerning our countries, they say it is believed that the Syrian government used chemical weapons? Why don't you wait for the specific scientific results of a neutral UN committee that is investigating? Il faut savoir qu'ici en Grande-Bretagne, il y a un consensus, semble-t-il, sur une riposte armée. Même l'ancien Premier ministre travailliste, Tony Blair, s'est prononcé en faveur d'une intervention militaire. Et la Grande-Bretagne a déjà des forces militaires prépositionnées dans la région, notamment un sous-marin nucléaire de classe Trafalgar qui croise en ce moment au large des eaux syriennes. Il est équipé de missiles de croisière. Et surtout, la Royal Air Force, l'armée de l'air britannique, a très opportunément une base aérienne située sur l'île de Chypre, juste en face. Damas utilisant des armes chimiques, Poutine n'y croit pas du tout. Pour le président russe, c'est même une absurdité totale. Concernant la position de nos amis américains, qui affirment que les troupes gouvernementales syriennes ont utilisé des armes de destruction massive, chimiques dans ce cas, et disent avoir des preuves, eh bien qu'ils les montrent aux enquêteurs des Nations Unies et au Conseil de sécurité. Вопрос только в том, кто и что сделал, и кто в этом виноват. Сами эти кадры не дают ответов на те вопросы, которые есть. Dans la note de renseignement qui a été publiée par les États-Unis, on peut lire que cette attaque a causé la mort d'au moins 1429 personnes. Mais lorsque l'on regarde le document français équivalent, il n'est plus question que de 281 morts qui auraient été décomptés en regardant des vidéos sur Internet. Et vous avez vu aussi les photos, les vidéos, avec la bave aux lèvres, avec les spasmes. Et quand on regarde ces vidéos, on peut constater que certaines sont antérieures au massacre. En effet, si vous regardez sur YouTube, vous verrez qu'elles ont été postées le 20 août. Vous pouvez constater que dans les scènes d'extérieur, le soleil est à son zénith, donc il est aux environs de midi. Et ça ne peut pas avoir été posté le 21 août, ça a nécessairement été enregistré avant cette date. Il faut regarder ces images. Des enfants comme ça, allongés, avec des linceuls, pas une blessure, pas une goutte de sang. Et ils sont là. Et ils dorment pour toujours. Et effectivement, si vous regardez ces vidéos, vous allez voir que beaucoup d'enfants sont en train d'agoniser. Ce sont tous des enfants du même âge. Il y a aussi des adultes, mais les adultes sont tous des hommes et généralement des hommes dans la force de l'âge, des combattants. Il n'y a aucune femme, à 2 exceptions près, il n'y a aucune femme parmi les victimes annoncées. Sur les 1429 dénombrés par les États-Unis, il n'y aurait que 2 femmes. Dans cet hôpital de fortune, pendant qu'on désinfecte avec un jet d'eau, d'autres victimes continuent d'affluer. Ces enfilades de corps sans vie mais sans blessure apparente, ces enfants inanimés, ces hommes pris de convulsions, ont été filmés par des sources qu'il nous est impossible d'identifier. L'opposition armée au régime de Bachar el-Assad affirme que toutes ces victimes sont la preuve d'une attaque au gaz sarin par les forces armées syriennes. حالات الاختناق والإغماء نتيجة استنشاق المواد الكيميائية في مدينة زملكة وعين ترمى. الله أكبر.
Ça nous montre que les islamistes sont capables aujourd'hui de massacrer des enfants juste pour les utiliser comme une opération de PR, une opération de communication publique. Ils savent qu'ils ont besoin d'une attaque, ils tuent des enfants, ils les montrent. Ils n'ont aucune limite, ces gens. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que on nous montre des enfants morts, et puis on nous montre des gens en train de les manipuler. Il y a même un autre truc, c'est que on nous montre un enfant en train de mourir de gaz, et puis quelqu'un qui est en train de le filmer. C'est un petit peu bizarre cette histoire, parce que quand vous savez le LDC compte de ces gaz-là, ça signifie la quantité qui suffit pour tuer des sujets. S'il y a un type qui est en train de mourir de ce gaz, je peux vous dire que le type à côté n'est pas en train de le filmer avec un téléphone, il est en train de mourir aussi. Bien sûr, tu peux arriver des heures après les faits, mais là tu ne trouverais pas la personne en train de mourir, tu la trouverais morte et refroidie déjà. Et même là, les corps de gens tués par des gaz ne se manipulent pas comme ça, parce qu'on peut très facilement s'intoxiquer. La première chose qui frappe, c'est que les enfants ne sont pas accompagnés. Ça, c'est très choquant dans la culture proche-orientale, parce que jamais on ne laisse les corps des morts sans les accompagner. A fortiori lorsqu'il s'agit d'enfants. Pourtant, ces enfants sont sans parents. Et puis, on les voit dans les mains de gens qui sont présentés comme un personnel soignant essayant de les sauver, mais on ne comprend pas bien ce que fait ce personnel soignant. Et en fait, il y a une raison toute simple, c'est que they kidnapped the children and men from the villages of Latakia and they brought them here, put them in one place and used chemical weapons against them. That's the story that the villagers in these villages know. But why don't you leave it to the UN Commission? Ils ont été enlevés lors d'une attaque des djihadistes contre des villages alaouites fidèles au gouvernement. La plupart de leurs familles ont été massacrées, certains ont survécu. Et ces enfants, dont on était sans nouvelles pendant 2 semaines, ont en fait ressurgi sur ces vidéos. Ceux dont les familles sont encore vivantes ont été reconnus par elles et ces familles ont porté plainte pour assassinat. Parce que si on ne comprend pas sur les vidéos les soins qu'on est en train de prodiguer, c'est simplement qu'on ne les soigne pas. On est en train de leur faire des injections intraveineuses de poison pour les assassiner devant les caméras. Et il y a un dictateur qui a fait ça et qui est prêt à recommencer. Kerry a présenté ses convictions. Ce n'est pas une question de confiance, mais une question de preuves. Les Russes, eux, ont des preuves complètement différentes, selon lesquelles les missiles auraient été tirés d'une zone rebelle. D'ailleurs, ce que Kerry a déclaré, cela m'a rappelé l'énorme mensonge que Colin Powell avait dit au monde entier à propos de la présence d'armes de destruction massive en Irak avant de rentrer en guerre. En réponse à toutes les allégations concernant l'usage, dans le passé ou le présent, d'armes chimiques, c'est nous qui demandions toujours aux institutions internationales d'envoyer des délégations pour enquêter. C'est nous qui avons formulé cette demande et pas le camp adverse. Il y a 2 ans, nos soldats ont été exposés au gaz sarin. Nous avons invité l'ONU à mener une enquête. Comment aurions-nous pu le faire si c'était nous qui utilisions ce gaz? Tout cela n'est pas vrai. Si Assad avait voulu utiliser des armes chimiques, il aurait au moins utilisé ces armes chimiques contre ses ennemis, pour essayer au moins d'avoir une avance stratégique. Et à ce moment-là, on nous aurait montré plutôt des cadavres de monstres de partout dans le monde, empilés. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait dans l'émotionnel, c'est-à-dire qu'il va gazer des enfants et les montrer aux caméras du monde entier. Ça signifie qu'il est en train d'appeler aux gens « attaquez-moi, attaquez-moi ». Et il le fait quand? Il le fait quand les inspecteurs de l'ONU sont là. Et il le fait quand son armée est en train d'arriver, par des moyens conventionnels, à remporter des victoires énormes sur le terrain. Donc, voilà, c'est totalement incohérent, c'est totalement impossible que le régime de Damas utilise des armes chimiques, à un moment où il est soutenu par la Russie, il est soutenu par l'Iran, il est soutenu par des pays comme ça. Et il ferait ça pour, si vous voulez, pour se flinguer et donner une raison aux pays de l'OTAN de l'attaquer, de soutenir les terroristes qu'ils ont créés eux-mêmes, en premier lieu. Donc
Ça n'a pas de sens. Et dans ce contexte, on a vu apparaître de la part de l'armée libre et des différents mouvements qui se sont soulevés contre le régime, autres que l'armée libre, comme par exemple les brigades Al-Farouk, qui font partie qui sont l'un des socles de la révolution, entre guillemets, également les mouvements djihadistes. On a vu voir apparaître des manipulations à l'égard de l'opinion publique internationale, manipulations qui avaient pour but d'attirer une intervention, d'entraîner une réaction de l'Occident. Tout d'abord, comment allez-vous après ces 5 mois de détention? Vous parlez de brimades, vous avez subi des coups également. Oui, donc mon collègue et moi, à plusieurs reprises, avons été, comme le reportage l'a montré, considérés comme véritablement des sous-hommes par certains des acteurs de notre détention. Les mains attachées dans le dos, des coups sur la colonne vertébrale, des tentatives de nous faire avouer aussi que nous avions caché une arme, une grenade à main, on ne la possédait pas, on n'aurait pas pu répondre et mettre un terme aux sévices que nous subissions, notamment avec un ciseau, on nous coupait le bout de la langue, on entaillait le bout de la langue pour nous faire parler, c'est très douloureux. Vous allez bien ce soir? Nous allons bien, oui. Pierre Piccinini, ce midi sur RTL, en vous appuyant sur ce que vous avez entendu durant votre séquestration, vous affirmiez, je cite, que c'est un devoir moral de dire que ce n'est pas le régime syrien de Bachar el-Assad qui a perpétré une attaque chimique en Syrie. Donc, à vous entendre, armes chimiques il y a bien eu, mais responsable, ce n'est pas le régime de Bachar el-Assad. Ce n'est clairement pas le régime de Bachar el-Assad. Qui alors? Il y a cette information qui pourrait faire l'effet d'une bombe. Vous dites en effet que vous détenez des preuves selon lesquelles ce sont les rebelles eux-mêmes et pas le régime de Bachar el-Assad qui ont utilisé des armes chimiques le 21 août dernier, c'est bien ça? Ça, nous en sommes certains suite à une conversation que nous avons surprise. Et même s'il m'en coûte de le dire, parce que depuis mai 2012, je soutiens férocement l'armée syrienne libre. Pierre Piccinini est donc une personnalité qui pose question. L'enseignant d'histoire s'est pris de passion pour les révolutions arabes. Ce n'était pas la première fois qu'il séjournait en Syrie. Un homme qui a souvent changé d'avis et aujourd'hui il donne l'impression de vouloir défendre le régime de Bachar el-Assad en prônant la non-intervention. François Mazur. Lorsque Pierre Piccinini arrive cette nuit sur le tarmac italien après 5 mois de disparition, il n'en est pas à son premier retour médiatique de Syrie. 1 an plus tôt, à l'aéroport de Zaventem, il répond aux journalistes sur les 6 jours qu'il vient de passer dans les geôles syriennes de Bachar el-Assad. Et son discours est sans appel sur le régime du dictateur syrien. Nous devons intervenir. Je n'aurais pas dit ça il y a quelques jours, mais je crois que l'intervention militaire est absolument nécessaire en Syrie, d'autant qu'il n'y a pas d'intérêt pour nous, contrairement à la Libye par exemple, ce serait une véritable intervention humanitaire. Pensez-vous ce soir que la communauté internationale peut encore intervenir et soutenir l'opposition syrienne, ou cela paraît totalement impossible vu l'état de cette opposition? Alors cette opposition, elle s'est complètement délitée, en tout cas l'armée syrienne libre, qui était composée de citoyens en révolte encadrés par des officiers laïcs et des démocrates déserteurs qui voulaient en finir avec ce régime. On ne l'a pas soutenu en son temps, elle s'est véritablement évaporée et aujourd'hui la révolution est submergée par un banditisme structurel d'une part et d'autre part ces katibas islamistes qui également viennent de plus en plus de l'étranger, d'Afghanistan, d'Asie centrale. Je pense qu'il serait fou et suicidaire alors pour l'Occident de soutenir ces gens-là. Je parlerai d'une expérience personnelle que j'ai vécue donc durant ces 5 mois de détention desquels je sors. Avec mon collègue italien, journaliste à la Stampa, nous avons entendu une conversation qui impliquait un général de l'armée syrienne libre et un officier des brigades Al-Farouk. Et cette conversation que nous avons surprise à la suite des événements d'Al-Ghouta que vous connaissez, c'est-à-dire de la banlieue d'Hamassen, dans laquelle a été utilisé par une des parties du conflit encore indéterminé le gaz qui est déterminé maintenant comme du gaz sarin, qui a provoqué la mort de plusieurs centaines de personnes. Eh bien, cette conversation nous a permis d'établir, me semble-t-il, en tout cas ce sont mes conclusions, que le gouvernement de Bachar el-Assad n'est pas responsable de cette attaque chimique et qu'il s'agirait d'une mise en scène organisée par un groupe rebelle qui a perdu le contrôle de ce produit, ce qui a provoqué ce très grand nombre de morts.
Vous avez conscience, Pierre Piccinin, que c'est un pavé dans la mare qui va à l'encontre des combats qui sont menés pour l'instant par plusieurs pays, comme les États-Unis ou la France, qui souhaitent engager des frappes contre le régime de Damas? Alors, c'est effectivement quelque chose qui nous a posé problème dès que nous avons été mis au courant de cette réalité. C'était le 30 août, nous étions à Babalawa, dans la caserne, dans la centrale de l'armée libre partagée avec le mouvement Al-Farouk. Et pour nous, quand nous avons entendu ce que nous avons entendu, on avait un peu la tête en feu parce qu'on avait eu quelques informations avant, selon lesquelles effectivement les États-Unis principalement avaient l'intention de punir le régime, d'intervenir. On avait la tête en feu parce qu'on était là, prisonniers, coincés avec cette information, et il était impossible pour nous de la délivrer. Vous maintenez votre position? Je ne peux que témoigner de ce que j'ai entendu. Ce n'est pas le régime de Bachar el-Assad, selon vous, qui a perpétré cette attaque chimique? Selon ces officiers de la rébellion et ce qu'ils ont dit, non, ce n'est pas le régime. Ce qui aurait été d'ailleurs suicidaire de sa part. Je pense que certains États n'attendent que cela pour en découdre, pour des raisons qui sont peut-être pas toujours très claires non plus. Le régime ne pouvait pas leur faire plus beau cadeau que d'utiliser cette arme qui, de toute façon, dans la banlieue de Damas, militairement ne leur rapportait pas grand-chose en termes de gains. La France aurait fourni des armes chimiques. Selon une information du site Mediapart, alors que l'usage d'armes chimiques en Syrie occupe la communauté internationale, la justice française va enquêter sur les sociétés qui ont fourni à Saddam Hussein les gaz qui ont été utilisés lors du génocide des Kurdes irakiens d'Al-Abja en 1988. On rappelle que ce massacre avait fait près de 5000 morts et que 3 entreprises françaises parmi d'autres sociétés européennes sont en cause. 3 juges d'instruction du pôle génocide et crimes contre l'humanité créé en janvier 2012 au tribunal de grande instance de Paris sont chargés de cette affaire. Si la ligne rouge fixée par Barack Obama a bien été franchie, une intervention militaire ne fait plus aucun doute. Reste à en définir le cadre. Les États-Unis, soutenus par la France et le Royaume-Uni, sont prêts à se passer de l'aval du Conseil de sécurité. Washington a même déjà positionné un 4e navire de guerre en Méditerranée en vue d'une probable attaque depuis la mer. Стоит поддерживать людей, которые не только убивают своих врагов, но вскрывают их тела и съедают их внутренности на глазах у публики и под камерой. Вы хотите поддерживать этих людей? Вы хотите этим людям поставлять оружие? Ну тогда это, видимо, вряд ли имеет какое-то отношение к гуманитарным ценностям, которые уже сотнями лет проповедуются и исповедуются в Европе. Et concernant la Syrie, justement, Lavrov persiste et signe. La Russie n'a pas connaissance des preuves américaines de l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad, affirme le ministre russe des Affaires étrangères. Contre-offensive diplomatique de Damas et Moscou pour éviter une éventuelle intervention militaire occidentale en Syrie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a reçu aujourd'hui son homologue syrien pour lui renouveler son soutien. Malgré la gravité de la situation, nous et nos partenaires syriens restons persuadés qu'une solution politique est toujours d'actualité, dit-il. Tout d'abord, Sergueï Lavrov a réitéré l'invitation de la Russie à Barack Obama à venir s'entretenir en tête-à-tête avec Vladimir Poutine à Moscou. Je rappelle qu'une telle rencontre bilatérale devait initialement avoir lieu début septembre à Moscou, mais Barack Obama a annulé sa visite en riposte à l'asile politique accordé par la Russie à Edward Snowden. Discuter, oui, mais aller au compromis, non, sur Snowden comme sur la Syrie. La Russie n'en fait qu'à sa tête. Pas sûr donc que cette fois, Barack Obama accepte cette main tendue. Alors que les responsables internationaux sont sur le pied de guerre, l'intervention américaine serait imminente. Le responsable de cette ignoble utilisation d'armes chimiques ne fait pas de doute, c'est le régime syrien. Monsieur le Président de la République. Hier, Barack Obama a fait le tour de ses soutiens, de David Cameron à François Hollande. Le président français, lui non plus, ne fait plus mystère de ses intentions. La France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. C'est l'unique photo d'une réunion cruciale vendredi soir. Barack Obama qui rencontre son conseil restreint de sécurité, un seul sujet, la Syrie. Dans la soirée, le président américain téléphone également à François Hollande. En clair, des frappes sur la Syrie vont plus que probablement avoir lieu. Il n'y aura de sortie possible de cette situation qu'avec le départ de Bachar el-Assad. Il doit y avoir des sanctions, il doit y avoir des pressions.
Les sanctions ne sont pas toujours efficaces. L'essentiel que nous devons faire, c'est empêcher la situation d'évoluer vers le pire des scénarios, c'est-à-dire la guerre civile. Cette semaine, le président Hollande n'avait pas exclu une intervention militaire en Syrie sous l'égide des Nations Unies. Avec le départ des inspecteurs de l'ONU samedi matin, la fenêtre de tir s'ouvre. Les États-Unis, si le président le décide, vont pouvoir lancer l'opération. Regardez l'Irak, la Libye. Est-ce que c'est le bonheur là-bas? Est-ce que ces pays sont en sécurité aujourd'hui? Nous savions tous que Kadhafi était un tyran. Mais pourquoi n'écrivez-vous pas ce qui s'est passé après sa chute, à Sirte notamment? Les cibles choisies pourraient être avant tout symboliques selon des experts. Des bâtiments gouvernementaux, des bases de l'armée et peut-être même des emplacements de stocks d'armes chimiques. La Russie serait-elle prête à accueillir Bachar el-Assad? À cette question, Vladimir Poutine répond narquois. Assad a visité beaucoup plus souvent Paris que Moscou. Sur les visites du président Assad, père et fils, je n'ai aucune responsabilité. Le Premier ministre britannique David Cameron présentait cet après-midi au Parlement une motion qui condamne l'attaque chimique en Syrie et ouvre la voie à la possibilité d'une action militaire contre le régime de Bachar el-Assad. Pour David Cameron, il est hautement probable que le régime Assad a utilisé des armes chimiques, même si ce n'est pas encore 100% certain. Il affirme par ailleurs qu'une intervention en dehors du cadre des Nations Unies serait juridiquement légale. Propaganda ministers. Only 11% of the public, according to the Daily Telegraph this morning, support Britain becoming involved in a war in Syria. Can ever a British government have imagined sending its men and women to war with the support of just 11% in public opinion? As I heard the front benches describe how bad he was, I wondered just why the former Prime Minister forced Her Majesty to billet him in her guest room at Buckingham Palace just a few years ago, and how a former Prime Minister recommended him for an honour, and how he was hailed in all corners as a moderniser. But of course the narrative has changed because the government is intent on regime change in Damascus. First, that there is no compelling evidence, to use the leader of the opposition's words, that the Assad regime is responsible for this crime yet. Not that they're not bad enough to do it, Mr. Speaker. Everybody knows they're bad enough to do it. The question is, are they mad enough to do it? To launch a chemical weapons attack in Damascus on the very day that a United Nations chemical weapons inspection team arrives in Damascus must be a new definition of madness. Madness, madness, they call it madness. Le oui, 272 voix. Le non, 285 voix. Donc le non l'emporte. La Grande-Bretagne n'interviendra pas militairement en Syrie. Ainsi l'a décidé David Cameron, après un camouflet infligé par la Chambre des communes la nuit dernière. Elle a rejeté la motion gouvernementale qui défendait le principe d'une intervention en Syrie en réponse à l'usage d'armes chimiques. Il est clair que le Parlement, qui reflète les opinions du peuple, ne veut pas d'intervention militaire britannique. Et le gouvernement agira en conséquence. I'm gonna walk all over you, 'cause madness. En France, le président Hollande a déclaré que le vote des députés britanniques n'entamera en rien sa détermination à agir en Syrie. Tout doit être fait pour une solution politique. Avant d'ajouter que l'Hexagone ne prendra pas de décision avant de disposer de tous les éléments justifiant une intervention. Nous n'y parviendrons que si la communauté internationale est capable de marquer un coup d'arrêt par rapport à cette escalade de violence dont le massacre chimique
n'est qu'une illustration. To be honest, the result of the vote by the British Parliament was completely unexpected to me. I think we're all used to seeing Western countries act in line with the wishes and the stance of their key partner, i.e. the United States, without any significant opposition. At least it seems to be that way. That's why this disruption has been unexpected. It really came as a big surprise to me. This shows that although Britain is the main geopolitical ally of the US in Europe and the world, there are people who are guided by national interests and common sense and value their sovereignty. En général, on réfléchit avant de parler. Ils ont tenu des propos martiaux. Le revirement britannique d'hier est ahurissant. Cameron était l'un des plus indignés, à juste titre, comme il était en Libye, comme il était jeune homme au moment de la Bosnie. Puis d'un seul coup, parce qu'il a peur de son opinion publique, parce qu'il a peur des pacifistes. La Grande-Bretagne ne participant pas à l'opération, Washington aura comme seul vrai allié Paris. Pas vraiment convaincu par les buts de guerre. Une nette majorité de Français est aujourd'hui hostile à la participation du pays à une action contre la Syrie. Le rôle de la France, c'est d'apporter de la médiation. Le conflit, faire la guerre, ça doit être un dernier recours. Je trouve que l'Angleterre, ils ont bien réagi. Les députés ou les sénateurs ont dit non. Et ça devrait être en France pareil. Je pense que l'intervention, elle n'est pas justifiée. Je suis contre l'intervention des Occidentaux, des Américains. Ah non, je suis contre, sincèrement. Je suis contre l'intervention militaire en Syrie. C'est un problème qui doit se régler entre Syriens. La prudence voudrait qu'on attende d'être sûr que les gaz toxiques ont été utilisés par le gouvernement syrien. Les États-Unis, ils devraient arrêter de mettre ces narines partout, quoi. Ça va, je pense. On manque de moyens pour faire ça. On manque de moyens pour assurer, si vous voulez, la sécurité des citoyens. On n'est pas là pour faire la police du monde. Et je ne vois pas pourquoi, soudainement, au bout de 2 ans, on prendrait parti pour des gens dont on peut penser légitimement qu'ils représentent un risque fanatique, islamiste, tout ce qu'on veut. Accuser un gouvernement de réprimer son peuple, je trouve on pourrait le faire presque dans n'importe quel pays, soi-disant républicain ou démocratique. Donc de là à intervenir et bombarder des civils, je suis pas sûr que ça vaille le coup, quoi. On manque de moyens, on manque de flics, mais on envoie nos militaires je sais pas où, à 3000 km d'ici. Donc moi je comprends pas. Après je suis peut-être con, hein. J'ai peut-être pas fait Sciences Po comme eux, donc c'est peut-être pour ça. Mais bon, sinon moi personnellement je suis assez terre à terre, logique. On règle nos problèmes ici et après on peut donner des leçons aux gens. Parce que ça va créer quelque chose de plus complexe encore que ça a pu le créer en Afghanistan, en Irak, en Libye. Moi je crois que la France, on devrait rester en France et s'occuper de nos affaires intérieures. 64% des personnes interrogées par l'Institut BVA sont opposées à l'intervention. 34% ont quand même trouvé des arguments qui la justifieraient. On ne peut pas discuter avec le Bachar el-Assad. C'est important qu'on intervienne, surtout pour soutenir les populations civiles. Personnellement, quand j'entends parler de Gaza, ça me rappelle des trop mauvais souvenirs avec les guerres. Donc j'estime que c'est quand même des gens qu'il faut quand même aider. Les médias ont dit que c'était Bachar el-Assad qui avait utilisé des armes chimiques contre son peuple. Est-ce que vous pensez qu'Al-Assad est assez bête pour avoir utilisé des armes chimiques au moment même où il y avait des inspecteurs de l'ONU sur place? Ouais. L'hostilité à l'égard d'une intervention change selon les tendances politiques. La large majorité des sympathisants socialistes soutiennent François Hollande. Seuls 38% sont contre une action, alors que ceux de l'UMP sont 46% et ceux du Front National 59%. Il y a là un électorat, un courant dans l'opinion traditionnelle, mais qui est peut-être plus renforcé par la crise, un courant, on va dire, isolationniste, qui considère qu'au moment où il y a beaucoup de difficultés économiques, ou au moment où il y a des problèmes sur la sécurité en France, il vaut mieux ne pas aller intervenir dans un pays étranger. Punir le régime de Damas, c'est la ligne de François Hollande, mais avec quelles conséquences? Voilà aussi, selon plusieurs sondages, ce que se demandent les Français. Et il a été interpellé sur le dossier de la Syrie par plusieurs personnes. Regardez plutôt l'échange. Monsieur Hollande, n'envoyez pas de troupes en Syrie. On n'enverra pas de troupes au sol, bien sûr que non. Non, mais non, on n'a rien à faire dans une guerre qui n'est pas la nôtre. C'est pas nous de gérer ça. C'est pas notre problème, ça. Laissez les Syriens s'occuper de leurs problèmes. Tout est notre problème, c'est simple. Leurs problèmes, c'est pas les nôtres. Cette hostilité, on la retrouve aussi sur les réseaux sociaux avec ce hashtag non à la Troisième Guerre mondiale, parce que certains considèrent que si on intervient en Syrie, ça va largement dépasser les frontières de ce pays. Et puis on tweet cette photo d'un homme qui est présenté comme un soldat. Je ne me suis pas engagé pour combattre aux côtés d'Al-Qaïda dans une guerre civile en Syrie.
incontournable, un mélange de Barack Obama et de François Hollande avec ce texte « Hello, je suis your new président ». Pour beaucoup d'internautes, François Hollande et Barack Obama ont lié leur sort dans cette affaire. Alors c'est un petit peu la critique qu'on fait ces derniers temps à François Hollande. On a vu Jean-François Copé demander au président de ne pas être à la remorque de Barack Obama. Le président de la République a fait apparemment un choix, aller jusqu'au bout et aux côtés des Américains. Barack Obama peut compter sur le soutien de François Hollande, déterminé à agir en Syrie. Pour les deux alliés, il semble désormais difficile de faire marche arrière. Mais eux qui comptaient sur la coalition la plus large possible risquent de se retrouver un peu seuls. À Damas, comme à Paris ou Washington, le spectre de l'Irak plane sur les opinions publiques. 10 ans après, les Américains recommenceraient-ils à vouloir déclencher une intervention militaire sans preuve formelle? Bachar el-Assad qui commence à être lâché par les Russes, par son entourage, l'hypothèse d'une fuite, la certitude de la défaite. Ces jours sont comptés, a dit Laurent Fabius. Voilà quel est l'horizon de Bachar el-Assad. Est-ce que c'est pour cette semaine? Est-ce que c'est pour la fin d'année? En tout cas, en effet, le compte à rebours est enclenché pour Bachar el-Assad. Le compte à rebours a commencé avant une probable frappe militaire en Syrie. L'évacuation de ses ressortissants russes est un nouvel indice. Les signes avant-coureurs se multiplient ces dernières heures. La diplomatie américaine enchaîne les déclarations chaque jour un peu plus explicites. Pour la première fois, le vice-président Joe Biden a clairement pointé du doigt la responsabilité du régime dans l'attaque chimique. Le chef de la diplomatie américaine continue, lui, sa tournée pour convaincre d'éventuels alliés du bien fondé des frappes punitives contre Damas. John Kerry a été reçu par son homologue britannique. S'il ne peut s'engager sur le terrain en raison du refus de la Chambre des communes, Londres entend s'afficher aux côtés de Washington. Le Royaume-Uni continuera à travailler en étroite collaboration avec les États-Unis en jouant un rôle actif concernant la crise syrienne. On vient de l'entendre, le Parlement britannique discute, ça s'appelle la démocratie, mais on sait bien que finalement la décision sera prise à Washington, à la Maison-Blanche. Bien sûr, le vote du Parlement britannique a eu un effet. Mais les États-Unis ne suivent plus les Britanniques. Ce sont les Britanniques qui suivent les États-Unis. Je pense que la défection britannique ne remet pas en cause la mission qui est d'ores et déjà programmée. Il va falloir maintenant trouver la fenêtre de tir. Quand et comment cette probable punition de la Syrie? Comment d'abord? À quoi faut-il s'attendre militairement? Eh bien, on peut répondre de ça plus facilement que la question quand. Donc, des tirs de missiles précis à partir d'avions qui sont loin en mer ou de bateaux qui ont été rassemblés à cet effet. Bien sûr, si on dispose des informations, on s'en prend aux unités qui ont utilisé les armes chimiques. Si on cherche simplement à lancer une seule frappe symbolique, peut-être qu'on visera des palais. Cependant, si on s'en prend aux défenses ou aux bases aériennes, c'est un avertissement que l'on pourrait aller beaucoup plus loin si la situation l'exige. Les chefs d'état-major de puissances occidentales et de plusieurs pays arabes se sont réunis lundi en Jordanie. Plusieurs options ont été évoquées, dont des frappes contre des installations militaires. Ce n'est pas simplement les pouvoirs français officiels, c'est aussi toute la génération des bien-pensants, et notamment les médias. Quand je vois les articles du journal Le Monde, quand j'écoute la télévision, les interventions de toutes sortes dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire les experts comme ça qui poussent comme des champignons. Racontez-nous ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez l'air d'être un expert de la chose. On va faire un cours d'histoire, simplement, ça n'a rien à voir. Quelle est votre réaction par rapport à aujourd'hui, les tortures d'enfants et les bombardements quotidiens sur la ville de Homs? Vous avez été témoin de tortures d'enfants? C'est rapporté par les journalistes qui sont sur place. Par les journalistes qui sont sur place. Si après les propos durs d'il y a 2 jours, tout cela fait pchit et qu'il ne se passe rien, que vaudra la parole de l'Amérique? Que vaudra la parole des démocraties? Au jour d'aujourd'hui, comme on a coutume de dire... Aujourd'hui, ça veut déjà dire au jour d'aujourd'hui. Donc quand tu dis au jour d'aujourd'hui, c'est comme tu disais au jour d'aujourd'hui. Tous les connards journalistes font cette faute depuis 10 ans, et tous les cons la reprennent. Alors on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, comme on a coutume de dire, quelles sont les autres solutions que militaires en Syrie? Pour la première fois, on évoque sérieusement une possible intervention militaire. Il faut savoir que les Assad de père en fils sont experts dans l'exportation des conflits au voisinage. Alors que les rebelles, eux, qui sont en cours de formation, qui avancent un peu comme des crabes, cas un cas, c'est vrai, c'est compliqué, ils ne sont pas unifiés. Les rebelles libyens ne l'étaient pas non plus, et ce n'avait pas empêché une intervention extérieure. Elle va commencer comme une riposte, mais si le régime syrien continue à utiliser les armes chimiques, si les alliés de la Syrie se comportent d'une mauvaise façon, ces conflits pourraient se transformer
un véritable conflit régional. Et là, il y a une fenêtre de tir, c'est-à-dire entre le dimanche et le mardi, parce que le mardi... C'est le moment de cette intervention. Aura-t-elle lieu avant le sommet du G20 qui se tient en Russie la semaine prochaine? La Russie qui est tout à fait opposée à des frappes contre la Syrie. Eh bien, est-ce que ces frappes auront lieu avant les 5 et 6 septembre? Cela semble logique, nous disent ce matin ces conseillers. Donc il y a une première fenêtre de tir qui se présente entre samedi la nuit et mardi matin. Alors justement, j'allais vous dire quand, parce qu'il y a ce sommet du G20 la semaine prochaine à Saint-Pétersbourg. On imagine mal les dirigeants occidentaux être présents chez Poutine pendant les bombardements de la Syrie. Voilà, je pense que ça doit se négocier avec les Russes. Il y a deux possibilités. Frapper bien avant et attendre la réaction russe. Et si les Russes décident de monter sur leur faux, plus de G20. On pourrait annuler le G20 à Saint-Pétersbourg. Ah bah oui, on pourrait l'annuler. Ces bombardements, ils vont changer quoi, précisément? D'abord, ils vont rappeler à Assad que les lignes rouges ne sont pas franchissables de façon impunie. Cette ligne, on a eu des preuves qu'elle a été franchie. Enfin, les premières preuves sont arrivées à fin 2012 déjà. Donc ça fait un bout de temps qu'on soupçonne l'emploi de ces armes. Là, la Maison-Blanche ne peut plus nier l'évidence avec le massacre qu'il y a eu dans la banlieue de Damas. Le régime syrien aurait un arsenal considérable d'armes de destruction massive aux abois. Il pourrait les utiliser dans une tentative désespérée pour élargir le conflit. Pensez-vous qu'il puisse le faire, Samuel? Oui, bonjour Simon, bonjour à tous. Oui, il pourrait s'en servir, mais ce qui serait encore plus dangereux, c'est qu'il passe tout cet arsenal au Hezbollah, au Hamas. Et ce régime syrien utilise ces armes chimiques à un grand niveau et aussi on craint le transfert de ces armes chimiques soit au Hezbollah, soit à Al-Qaïda. Zarma, comment il fait le jeu des sionistes? Aujourd'hui, imaginer une solution à court terme ou à moyen terme pour la Syrie, c'est une illusion totale. Il faut avoir recours à l'engagement militaire, à l'action militaire. Je pense que les armées américaines et françaises vont se partager les cibles. Je pense que la flotte française attaquera la flotte syrienne et la flotte américaine visera des cibles terrestres avec des missiles longue portée. Et s'il y a intervention militaire, ce sera sans doute sans mandat de l'ONU, puisque vous le savez, la Russie utiliserait probablement son droit de veto. Alors pourquoi ces réticences à Moscou? Les précisions de notre correspondant Alban Mikosi. Chercher à convaincre les Occidentaux jusqu'au dernier moment qu'une intervention militaire en Syrie serait une erreur, voilà la position du Kremlin. Hier soir, Vladimir Poutine et David Cameron se sont téléphonés, l'occasion pour le président russe de rappeler ce qui est une ligne rouge vue de Moscou, chercher à renverser Bachar el-Assad. Washington et Paris l'ont répété à plusieurs reprises, l'objectif est de punir le gouvernement syrien, mais en aucun cas de renverser le régime, ni même le président Bachar el-Assad. Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Le régime syrien doit être abattu et rapidement. Cher Laurent, c'est mon plaisir de vous recevoir ici à Jérusalem. Tiens, convergence d'intérêts, mais on dira que c'est un hasard. Derrière le hasard se cachent peut-être parfois les casards, mais bon bref. J'ai dit, comme d'ailleurs le président de la République, que notre réponse, ça vous répond, serait massive et foudroyante. Massive et foudroyante. Ça veut dire bombardement, ça veut dire destruction. Ça veut dire qu'il n'aura pas la possibilité de le faire. Il n'aura pas la possibilité de le faire. Et là, tout le monde est d'accord. Oui, je crois. Américains, tous les Occidentaux sont d'accord. Je crois. Oui, Laurent, ce qui ressort de cette intervention très solennelle de John Kerry, c'est que les Américains vont bel et bien intervenir. Pas question de reculer. Si nous détournons les yeux sur les agissements d'un dictateur qui utilise des armes de destruction massive, malgré les avertissements. Le secrétaire d'État explique que les Américains, cette fois, ne peuvent pas détourner les yeux de ce qui vient de se passer en Syrie. Il dit qu'il a des éléments de preuve montrant que Bachar el-Assad a bien ordonné ces attaques, notamment une conversation téléphonique où l'on entend un proche de Bachar el-Assad évoquer l'attaque et regretter même qu'elle soit allée un peu trop loin. Après une délibération sérieuse, j'ai décidé que les États-Unis devaient mener une action militaire contre des cibles du régime syrien. Pour Barack Obama, c'est une question de crédibilité. Ne rien faire serait le scénario du pire, a dit Kerry. Ce qu'on ignore en revanche pour l'instant, c'est quand cette intervention aura lieu. J'ai pris une deuxième décision. Je vais demander l'autorisation d'utiliser la force
aux représentants du peuple américain, les membres du Congrès. Il dit qu'il va intervenir, mais que finalement, il va demander l'aval du Congrès américain, c'est-à-dire qu'il va y avoir un débat et un vote. Au Congrès, les deux chambres ne reprennent leurs travaux que le 9 septembre, mais déjà certains élus ont écourté leurs vacances. Il y a 2 jours, les mots étaient très durs contre la Syrie et on semblait déterminé à intervenir militairement pour punir le régime de Damas. Aujourd'hui, c'est la prudence, la plus grande prudence. Barack Obama ne sait même pas exactement ce qu'il va faire. Ça vous étonne ? C'est une honte. Je trouve ça honteux. Et je trouve ça gravissime pour les Syriens, bien entendu, mais pour l'Amérique et la communauté internationale. Une honte. Oui. Ce qui a été envisagé est de toute façon un simple avertissement, puisqu'on va éviter tout ce qui pourrait conduire à un engrenage militaire. Quoi, ne pas frapper la Syrie ? Eh bien, par exemple, oui, les Occidentaux pourraient dire, peut-être que nous ne pourrions attendre, à condition, bien entendu, que ça ne se reproduise pas, et peut-être que les Iraniens et les Russes pourraient nous donner des garanties qu'en cas de prochaine frappe chimique, oh là là, quel lapsus. C'est indigne. Si cela devait se confirmer, je n'arrive pas à y croire. Si cela devait se confirmer, ce serait indigne. Mais pour vous, il n'y a pas de doute. Le secrétaire d'État a rappelé que feu vert ou pas, le président a le droit de mener cette action militaire en Syrie sans autorisation du Congrès. L'Élysée l'a annoncé, la réunion du Parlement mercredi ne débouchera pas sur un vote concernant une éventuelle intervention en Syrie. Mais pour l'opposition, être écarté de cette décision est inconcevable après le refus du Parlement britannique et le vote du Congrès. Légalement d'ailleurs, rien n'oblige le gouvernement à demander l'aval du Parlement. Ce vote symbolique au Parlement n'est pas écarté par le gouvernement. Mais il n'aura pas lieu mercredi puisque François Hollande doit d'abord attendre la décision du Congrès américain. Il n'y a aucun congrès dans aucun pays qui peut entériner ce genre de choses. Ils entérinent quoi ? C'est une agression qu'ils entérinent, parce que tout ce qui ne correspond pas au cadre défini par le Conseil de sécurité des Nations Unies est une agression, à l'exception de la légitime défense. Le Congrès ne se réunit que le 9 septembre prochain. Cela veut dire qu'il n'y aura pas d'intervention militaire ce week-end. Nous n'avons pas encore pris de décision. Et certainement pas non plus avant le G20. Je ferai un discours aux Américains mardi, depuis la Maison-Blanche. Barack Obama, qui veut prendre le temps de réfléchir et qui a dit « Je suis le président d'une démocratie constitutionnelle, c'est pour cela que je veux demander l'aval du Congrès ». On reconnaît bien là ce président qui est tout sauf va-t-en-guerre. On connaît sa réticence légendaire à utiliser la force et c'est ce qu'il vient de démontrer à l'instant par cette intervention. Jack Stevens said that it is Monday, September 22nd, 1945. He's already... Non, je ne pense pas du tout que le président Obama va réussir à convaincre ses parlementaires et je crois que son intérêt est d'arrêter tout de suite la discussion parce que sans cela, la réalité de l'opération qui a été menée dans la Ghouta et que l'on impute au gouvernement syrien, cette réalité va devenir visible. De nouvelles révélations se dévoilent sur l'implication des États-Unis et de la Turquie dans l'attaque chimique. Le site d'information américain Veteran Today a révélé de nouveaux détails soulignant que le gaz sarin utilisé provient du secrétariat américain à la défense qui a établi un réseau de laboratoires qui produisent des armes de destruction massive en Géorgie. Le site a affirmé que le gaz toxique a été reçu par les laboratoires turcs pour achever sa fabrication avant d'être transféré aux terroristes affiliés de la nébuleuse d'Al-Qaïda en Syrie. Alors justement, on va rejoindre Philippe Gassot, notre correspondant à Washington, pour tenter de faire le point sur la manière dont les États-Unis vont peut-être agir en Syrie. Philippe, comment réagit la population aux États-Unis à propos d'une éventuelle attaque ? Voilà, justement, alors du côté de l'opinion publique américaine, on réagit pas très bien. Vous savez, on est ici échaudé, c'est pourquoi le président se tourne vers le Congrès qu'il contrôle davantage. Vous savez que Barack Obama est un président qui ne s'embarque jamais sans biscuit. Il a fait son décompte des élus américains qui pourraient pencher de son côté. Et le temps joue contre Barack Obama, car déjà, sur les réseaux sociaux, on voit des soldats en uniforme, le visage caché par un panneau qui disent « Nous ne nous battrons pas contre Bachar,
part pour éviter les terroristes, pour éviter que Al-Qaïda arrive à conquérir des points sur le terrain. Donc on ne veut pas côté militaire, dans certains départements de cette armée, avantager les terroristes au détriment de Bachar el-Assad. Я посмотрел дебаты в Конгрессе. Конгрессмен спрашивает господина Керри, там есть Аль-Каида? Говорят, что они усилились. Он говорит, нет. Говорю вам ответственно, там их нету. Самое основное боевое звено, это Аль-Нусра, так называемое, это подразделение Аль-Каиды. Они знают об этом. Просто даже мне было не очень приятно это видеть, потому что мы же с ними общаемся, исходим из того, что это приличные люди, прямо, врет. И знает, что врет. Que s'est-il exactement passé le 3 septembre 2013 en Méditerranée ? La Russie a semé le trouble en annonçant avoir détecté le lancement de 2 missiles balistiques de la partie centrale de la Méditerranée vers la côte Est, précisant que les engins étaient tombés en mer. Après avoir indiqué ne pas être au courant de ces tirs, Israël a finalement déclaré avoir mené conjointement avec les États-Unis un test de missiles. Ils sont commentés, oui, confirmés, non. On a encore appelé le Pentagone il y a quelques minutes. La chaîne CBS News a tweeté ce matin que aucun avion américain et aucun navire américain n'était impliqué dans ces tirs de missiles. Ce qui se serait passé, c'est qu'effectivement 2 missiles ont été tirés à 06h16 GMT de Méditerranée orientale, comme c'est précisé ici. En effet, ils auraient été envoyés par des destroyers de la 6e flotte américaine et non pas par des tirs israéliens. Pas encore de confirmation côté Washington, même si bien sûr on commente et on lit ça à l'affaire syrienne, comme un peu si les États-Unis et les Israéliens voulaient montrer les muscles à la Syrie en ce moment. Et ce qui se serait passé, d'après paraît-il, c'est qu'en fait le système de la défense antimissile syrien, en réalité tenu par les Russes, aurait immédiatement réagi, aurait envoyé des missiles S-300 qui auraient l'un détruit le premier missile américain, l'autre l'aurait dévié, l'aurait fait plonger en Méditerranée orientale, donc l'aurait neutralisé. Есть провести пуск ракеты. Расчет внимания. Получен приказ на пуск. Расчет внимания. Пуск. Есть пуск. Есть донесение, пуск начался. Et donc, d'un seul coup, d'un seul, ce qui se serait passé, eh bien, c'est que tout simplement, les Américains auraient perdu cette première attaque et que l'ensemble des militaires du monde qui voulaient savoir ce qu'il en était exactement de la défense antimissile aérienne russe a pu constater que ce que disaient les Russes est vrai, c'est-à-dire que les Russes auraient désormais 15 ans d'avance sur les Américains en termes de protection anti-aérienne. Si tout ceci est vrai, ça explique beaucoup de choses. Ça explique notamment pourquoi l'attitude arrogante, pour le moins extraordinairement guerrière des États-Unis, d'un seul coup, a changé de nature. Voilà, la difficulté pour la Russie, c'est de permettre aux États-Unis de conserver la tête haute. Les États-Unis, c'est un énorme empire complètement malade, qui n'a plus du tout les moyens de sa politique, mais qui, avant de s'effondrer, comme l'Union soviétique s'est effondrée, qui, avant de s'effondrer, peut provoquer des dégâts considérables, et notamment une guerre mondiale. Donc il s'agit d'accompagner le malade tranquillement au cimetière. D'après les mêmes informations dont on dispose, eh bien, tout simplement, les Russes, au lieu de pousser leur avantage pour humilier les États-Unis après ce qui s'est passé, auraient aussitôt eu le génie diplomatique de prendre contact avec les Américains en disant « Bon, on n'en parle pas, mais maintenant c'est fini de rire les pattes de Syrie et de l'Iran. Ça, c'est à nous. Vous n'y touchez pas. Sinon, c'est la guerre mondiale et vous avez vu qu'on vous a tapé. Et on va trouver un système pour vous faire, c'est ce que les diplomates anglo-saxons appellent face-saving device, c'est-à-dire pour sauver la face. Eh bien, le face-saving device, c'est qu'on va vous proposer que la Syrie abandonne ses armes chimiques. Et là, vous allez trouver ça formidable. Et c'est ce qui s'est passé. Ce matin,
tout à fait inopiné. Lors d'une conférence de presse à Londres où il était reçu par William Hague, M. Kerry a dit que ce qui pourrait empêcher la guerre, eh bien, ce serait que la Syrie remette à la communauté internationale la totalité de ses armes chimiques. Et il a ajouté que c'était en théorie, parce qu'en fait, ça n'était pas pensable. Mais son homologue russe, M. Lavrov, a pris la boutade au passage et il a répondu, bien, je reçois tout à l'heure M. Moallem, le ministre syrien des Affaires étrangères, et je vais lui en parler. Et il y a quelques minutes, M. Moallem, depuis Moscou, a annoncé que la Syrie allait donner toutes ses armes chimiques aux Nations Unies pour destruction et allait signer la Convention internationale prohibant l'usage de ces armes. Poignée de main appuyée entre le président du Parlement russe et le ministre syrien des Affaires étrangères. Damas peut se réjouir, son allié historique a peut-être trouvé la parade diplomatique face à la menace des frappes américaines. Que dit-on de tout ça à Damas, Julia ? Écoutez, à Damas, on dit d'abord merci. Merci aux Russes d'avoir notamment su prendre John Kerry au mot. Vous vous souvenez que John Kerry avait expliqué presque à la cantonade, sans trop y croire, que en effet, si Bachar el-Assad acceptait de livrer ses armes chimiques, peut-être il n'y aurait pas d'intervention. La Russie et donc, par ricochet, la Syrie reprennent la main dans cette affaire. L'initiative russe annoncée hier soir a semblé surprendre la communauté internationale. La surprise du jour, et elle est venue de Moscou. Le fidèle allié de Bachar el-Assad a fait une proposition inattendue formulée par Sergueï Lavrov. Aussitôt dans la milieu, la Syrie a dit oui. Et puis, 6 heures après, c'est Mme Merkel qui a trouvé ça formidable. Et après, quelques heures après, c'était Cameron, le Premier ministre britannique. Moi, je suivais ça de heure par heure. Je me dis, bon, si Merkel et Cameron trouvent ça formidable, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que la Syrie, 15 jours avant, aurait dit ça. Aussitôt, la propagande de la communauté internationale aurait dit oui, oui, c'est encore pour gagner du temps. Ils auraient refusé ça. Et après, ça a été le président des États-Unis soi-même qui a dit que c'était intéressant. Barack Obama voit s'éloigner la perspective d'une guerre. La proposition russe de mettre sous contrôle les armes chimiques syriennes est encourageante, dit-il. J'ai donc demandé au Congrès de repousser un vote pour autoriser le recours à la force tant qu'est suivie la voie diplomatique. A priori, il n'y aura pas d'intervention militaire. Est-ce que Bachar el-Assad a gagné? Ah oui, Bachar el-Assad et Vladimir Poutine ont gagné. Absolument. Parce que Poutine a gagné sur toute la ligne. Mais il a gagné pour une raison simple, c'est qu'il a fait de la réelle politique, il a fait du gaullisme en vérité. Le démantèlement de l'arsenal chimique syrien sera une opération longue et compliquée à mettre en œuvre, mais il semble bien que la diplomatie russe ait marqué un point très important. Maintenant, il est pratiquement le faiseur de paix. Je crois qu'à l'issue de cette phase-là, on peut dire Poutine 1, Obama 0. Le droit d'ingérence, quand on l'applique, comme en Bosnie il y a 18 ans et comme en Libye, ça marche. Si on décide en effet que c'est les opinions publiques qui ont le droit de décider de la guerre et de la paix. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. C'est justement ce qui bloque au niveau des opinions publiques. Vous dénoncez la dictature des opinions publiques. Vous dites, oui, les dirigeants finalement ont cédé à leur opinion publique. Mais on ne comprend pas ce qui se passe dans cette rébellion. Effectivement, on a peur, les Français ont sans doute peur d'aider des djihadistes. Tout le monde, ils ont raison d'avoir peur. Mais il faut qu'ils sachent que plus on tarde, plus il y aura des djihadistes. Ça te propose de l'enculer alors que ça ne se lave pas le cul. Moi je dis, il y a de l'abus. Est-ce que nous, Parisiens, journalistes, intellectuels, on n'a pas un peu méprisé les Russes et sous-estimé leur volonté de revenir en force sur le devant de la scène internationale? Oui, mais je crois surtout qu'on a surestimé les Russes. On a surestimé, on a voulu surestimer. En vérité, je vais vous dire, Laurence Ferrari, ça fait 2 ans que les États-Unis et d'autres, et une grande partie du monde, cherchent toutes les raisons de ne rien faire en Syrie. On peut appeler ça un coup de théâtre, on peut appeler ça un coup de poker. Moi, je suis tenté de dire que c'est un coup de maître. On sait que Barack Obama n'avait pas envie de tout ça. Et c'est probablement la diplomatie française qui l'a entraîné, qui l'a poussé, qui a été l'aiguillon. Donc la France a fait ce qu'elle a pu. Maintenant, la France, c'est la France. Jusqu'à ce qu'un certain moment, Moshe téléphone à Christian et lui dit « J'ai une affaire formidable pour toi.
des pantalons, $49. Bonsoir Christian. On voit bien que les États-Unis et la Russie sont revenus au bon vieux temps, j'allais dire, des blocs. Quelle est la place de la France désormais dans ce schéma? Écoutez, au moment où les États-Unis et la Russie font la paire, si je puis dire... Le lendemain, Christian téléphone à Moshe en disant « Écoute, tu es vraiment un escroc. J'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. » Ils font la paire, si je puis dire. La France n'est hélas considérée que comme force d'appoint, à la différence de la Grande-Bretagne. Alors, le président de la République a peut-être eu tort de penser qu'en l'absence des Britanniques dans une éventuelle intervention militaire, il deviendrait l'allié privilégié des États-Unis. François Hollande a été à la hauteur. Et est-ce que finalement la France n'a pas cru qu'elle pouvait remplacer les Anglais aux côtés des Américains et que finalement c'est pas le cas? Attendez, la France a cru. La France a défini une position et s'y est tenue. Après, que les Anglais aient lâché en race campagne, ça c'est une autre histoire. On voit d'ailleurs le peu de cas qui est fait des dirigeants français, parce que, à l'évidence, n'étaient pas avertis. Ils se sont retrouvés tout seuls, comme ça, abandonnés par tous, y compris par les États-Unis. Ce soir, le recours à la force n'est plus ou moins évoqué, et François Hollande ne peut pas faire grand-chose face à Vladimir Poutine, qui a réussi à préserver ses intérêts stratégiques en Syrie, ainsi que ceux de Bachar el-Assad et de son allié iranien. On s'est fait prendre à contre-pied par David Cameron, puisqu'il était avec nous, il a été obligé de nous abandonner après le vote de la Chambre des communes. On s'est fait prendre à contre-pied par Barack Obama, qui a brusquement décidé qu'il ferait voter son Congrès et qui a repoussé 2-3 semaines et peut-être maintenant, vraisemblablement, définitivement, l'idée de même des frappes. On a été berné par Angela Merkel, qui n'a passé son temps à changer d'attitude et qu'il faut bien dire a été aussi peu solidaire que possible. On a été surpris par les Russes. La France, elle, reste prudente. François Hollande souhaite une résolution contraignante du Conseil de sécurité de l'ONU. Celui-ci devait se réunir cette nuit pour en discuter, mais la Russie a annulé ce rendez-vous. Moscou juge le projet de résolution inacceptable. La Syrie aurait en effet 15 jours pour présenter ses armes chimiques. Au-delà, des frappes punitives seraient envisagées. J'aimerais vous poser une question concernant l'attaque chimique qui a eu lieu en août dernier en Syrie. La France s'est illustrée par son empressement de condamner cette attaque et de l'attribuer à Bachar al-Assad. Aujourd'hui, donc c'était le 14 janvier 2014, une étude sortie au MIT du Massachusetts par M. Lloyd et M. Postol affirme que Bachar al-Assad n'était pas à l'origine de cette attaque chimique. Est-ce qu'aujourd'hui, ici devant cette assemblée, vous pouvez reconnaître vous être trompé sur cette situation et présenter vos excuses? Certainement pas. Faites attention, monsieur. Il faut bien sûr toujours être très méticuleux sur les preuves. Mais quand on est en face d'un criminel, il faut dire que c'est un criminel. Merci. Merci.